Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour le cours que je vous avais promis en fin d'année et qui s'intitule « Ne rien désirer ». Ce cours, je vous le rappelle, était l'occasion pour moi de faire venir une collègue, Marlène Zarader, qui était, vous savez, prévue pour le 26 mars, ou le 25, le mercredi. Je suis vraiment désolée, bien évidemment, il a fallu que j'annule cette rencontre. Alors, elle m'a autorisé, bien évidemment, à vous envoyer, et je le ferai, le résumé de l'ouvrage que j'ai fait. Et ensuite d'intégrer certaines de ces thèses à ce cours, puisqu'il me semble que la troisième partie pourrait tout à fait être illustrée essentiellement à partir de certaines des thèses qu'elle aborde dans son ouvrage, thèses qui recoupent les philosophies de Nietzsche ou de Heidegger par exemple. Donc je serai amenée à intégrer ce qui était prévu pour cette date à ce cours, faute de mieux. Alors, ce sujet « Ne rien désirer », je l'aborde donc à travers un grand 1 que j'ai intitulé « Ne rien désirer et mourir un peu ». Mourir un peu, on peut le sous-titrer « Ne rien désirer est un malheur ». C'est comme cela, en effet, que les individus perçoivent cette absence, cette perte du désir. Ne rien désirer, ce serait le constat d'abord d'une perte. Nous avons connu le désir, il a cessé, il n'est plus, Rien désirer, c'est ne plus désirer en ce sens-là, dans ce grand 1 du moins, c'est ainsi que je l'interprète. Alors ce serait comme une mort, comme une sorte de perte de l'élan vital, notre moteur d'existence, le fameux conatus que nous avons abordé chez Spinoza. Cette absence de désir ne serait pas souhaitable, elle ne serait pas enviable, elle serait même considérée comme le pire malheur pour un individu. Je l'ai abordé dans un petit 1 sous un angle un petit peu étroit. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu rendre compte de l'usage que nous faisons de cette expression dans le langage courant quand on dit non, je ne désire rien, je n'ai plus de désir ou je n'ai pas de désir. C'est souvent en un sens corporel qu'on l'entend, comme une espèce d'affaissement, de perte de libido. Donc j'ai décidé dans un premier point, qui ne sera pas franchement d'ailleurs très profond, ce premier point, mais qui posera, on va dire, la doxa ou l'idée reçue, c'est que la perte de désir serait plutôt la perte du désir sensuel, sexuel. Cette première partie n'aura pas de fondement, on va dire, culturel. J'aborde vraiment quelque chose qui est dans le discours ambiant et qui participe, à mon avis, davantage d'ailleurs d'une erreur d'appréciation de ce qu'est le désir que d'une pensée à proprement parler. Donc ce petit 1, je l'ai intitulé « Ne rien désirer », c'est ne plus désirer autant qu'avant. C'est le constat désespéré de la perte de son désir, et notamment de sa libido. Je reprends « Ne rien désirer, ne plus désirer autant qu'avant, constat désespéré de la perte de son désir, et notamment de sa libido ». Donc dans le langage courant, on dit « j'ai pas de désir ». Tu veux quelque chose ? Non, je veux rien, je désire rien. On a l'impression d'être face à un individu éteint. Ce sont des propos qui sont assez communs et qui marquent une période douloureuse de notre existence, laquelle d'ailleurs période est absolument indésirable. Rien ne serait plus à craindre pour un sujet que de ne rien désirer. Ne rien désirer serait pour lui une sorte de malédiction, la malédiction d'un élan dont il sent qu'il s'affaisse de lui-même sans qu'il n'y puisse rien. On se sent impuissant, sans jeu de mots, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas agir pour relever en quelque sorte cette puissance dont il sent qu'elle lui échappe. Je suis conscient d'abord de mon désir, bien évidemment. Vous vous souvenez de cette définition de l'appétit avec conscience de lui-même qu'on trouve chez Spinoza. Le désir, c'est d'abord la conscience de ce désir. Et bien là, nous aurions une conscience également, la conscience d'une perte. La fin est-elle proche ? Suis-je en train de vieillir, de mourir un peu ? C'est des questions qui sont souvent associées à cette perte. La déprime s'accompagne, lorsque nous la connaissons, ou la dépression, plus grave encore, s'accompagne souvent d'une perte d'appétit, au sens vraiment de l'appétit, le désir de manger, d'appétit sexuel bien évidemment. On perd également peut-être une aptitude à se projeter, on n'envisage plus l'avenir, comme si au fond l'horizon était bouché, et puis on n'a plus envie d'agir. Or, nous savons que nous existons, nous les êtres humains, essentiellement à partir de notre capacité d'action. Donc, ce n'est pas simplement la perte du désir qui est en jeu, c'est la perte de nos capacités d'agir pour réaliser ces désirs. Donc, nous n'avons plus la main, nous avons perdu le goût des choses, nous n'avons pas la maîtrise, le désir semble aller et venir
malgré nous. Et plus nous essayons de le retenir, plus il risque de nous échapper. Le désir semble donc ici dans cette expression comme une sorte d'entité distincte qui aurait ses lois propres. Je ne décide pas de désirer ou pas, hein, c'est comme dans la chanson de Brassens, on ne bande pas sur commande, hein, donc c'est quelque chose qui nous traverse ou pas. Bon. Il se trouve que là, je ne désire pas, je n'ai plus de désir, fin de la discussion. Remarquons que ne rien désirer, donc, je l'ai dit en intro, c'est ne plus rien désirer. Ça veut dire que le désir a été, que le désir n'est plus. Celui qui dit qu'il ne désire pas, qu'il ne désire rien, a déjà désiré et connaît fort bien l'expérience du désir, il en a une très longue expérience. Ça veut dire que le désir est premier et que son absence ne peut être que seconde. Il n'y a pas de désir fondamental qui serait de ne rien désirer, du moins c'est ce que dans un premier temps j'essaierai de vous défendre. L'individu qui dit qu'il ne désire plus rien est au fond travaillé par un sentiment nostalgique. Il a le souvenir d'une période plus heureuse de sa vie où en effet il était un être désirant, où il avait une libido puissante. Cet âge est perdu, révolu, c'est douloureux, ce qui d'ailleurs semble aller dans le sens d'une représentation très positive du désir, vous le constatez, puisque je suis malheureux de l'avoir perdu, donc ça veut dire que j'en ai une représentation plutôt bonne, plutôt positive, puisque j'en redoute la perte. Mais qu'est-ce qu'on perd exactement quand on perd le désir, quand on ne désire plus ? Alors la perte du désir est souvent une expression qui est utilisée pour parler en sexologie par exemple de l'affaissement de la libido, donc du désir sexuel. Alors ça peut être lié, vous le savez, à des problèmes physiologiques, des problèmes érectiles, etc. Ça peut être l'entrée dans la ménopause, l'andropause pour les hommes. On parle même de panne, hein, comme si au fond l'être sexuel dysfonctionnait. L'être humain connaît un dysfonctionnement de sa sexualité, ça n'est pas normal, comme si, d'ailleurs, la normalité était la sexualité triomphante, ce qui est loin, bien évidemment, d'être une évidence. Alors, qu'est-ce qu'on va incriminer? Est-ce que c'est la faute aux hormones? Est-ce que c'est le stress au travail? L'être humain se cherche des raisons, comme si, au fond, il avait besoin de s'excuser de ne pas avoir de désir, de ne plus désirer, comme s'il était en faute, comme si ne pas avoir de désir était une pathologie, l'expression d'une anormalité. Alors pour les femmes encore, on est assez souvent habitué à ce que leur libido connaisse des hauts et des bas, tandis que dans le désir masculin, qui est souvent vu comme constant, les hommes seraient toujours prêts pour la gaudriole et ils auraient le sentiment d'une perte d'être profonde lorsque leur désir sexuel serait ici affaissé. Alors on sait que le désir sexuel est fluctuant en réalité pour tout sujet. Le taux de testostérone, par exemple, n'est pas du tout un facteur essentiel. Un homme peut très bien avoir un taux assez bas ou anormalement bas et vivre une sexualité très épanouie. Bref, la perte du désir est liée à des facteurs qui ne sont pas essentiellement d'ordre physiologique. La pression, par exemple, d'un autre partenaire dans la sexualité, la fatigue, le stress, on l'a vu, mais également l'habitude, l'absence de sensualité préliminaire, de tendresse gratuite, hein, sans attente du câlin derrière, de la détente, de l'humour. Si tout cela manque, si le dialogue manque, eh bien c'est tout l'imaginaire finalement de l'individu qui se trouve en quelque sorte rongé. Et nous mesurons à quel point le désir, y compris le désir sexuel, est lié donc au fantasme, à notre imaginaire, à quelque chose qui relève de la représentation, du langage. Nous sommes non pas des êtres corporels, mais des êtres pris dans un réseau de symboles et langagiers, si bien que nous avons besoin pour désirer d'être non pas toujours désirant comme un donjon qui serait à 100% tout le temps voulant conquérir le monde entier, mais un être fluctuant au vu des affections, hein, au sens vraiment spinoziste de ce terme. On est affecté par le monde, ça nous entame, ça a de l'incidence sur notre manière d'être et forcément ça va avoir aussi une incidence sur notre manière de désirer. Alors j'en arrive à présent à un deuxième axe qui élève un petit peu plus le débat et qui est un désir plus profond, qui serait le désir de ne plus vivre, une espèce de mal-être, de mal de vivre. Alors ce petit 2, je l'ai intitulé « Ne rien désirer » peut être également un mal-être plus profond, qui serait un affaiblissement du désir face à la profusion des espoirs. Alors, ce titre peut surprendre un peu, dans la mesure où j'oppose ici, vous le voyez, désir et espoir. Je considère que le mal-être est peut-être lié à un affaiblissement du désir et à un excès d'espoir, c'est-à-dire que nous aurions trop d'espoir, trop peu de désir. Alors cette distinction notionnelle, elle est importante, et elle a été notamment exploitée par un philosophe qui est le philosophe stoïcien Sénèque, dans un texte intitulé « De la tranquillité de l'âme », et dont je vous citerai une citation importante tout à l'heure.
Et cette distinction, à mon avis, permet peut-être d'expliquer dans quelle mesure, en effet, nous pourrions être pris par un mal-être plus profond parce que nous avons porté nos espoirs vers des objets inaccessibles ou peut-être que nous avons beaucoup trop d'espoir, si bien que nous ne pourrions pas raisonnablement tous les accomplir, les réaliser. Alors donc, je reprends, plus qu'un désir purement corporel, comme l'appétit, appétit sexuel, etc. Le désir, c'est d'abord essentiellement un élan vers l'avenir, un élan vers l'altérité, ce que nous avions vu au cours dernier avec Lévinas. Et c'est cet élan vers le futur ou vers l'altérité qui semble s'épuiser. Le mal de vivre est une expression très déroutante qui fait de la vie une sorte de maladie. Le mal de vivre, c'est une expression quand même qui en dit long. C'est comme si nous avions un mal de quelque chose. Alors d'habitude on a un organe ou une partie du corps qui nous fait mal, un mal de dents, un mal de dos. C'est comme si donc la vie était ici traversée par des phases de souffrance liées au fait même de vivre. Nous avons en nous une affection, alors elle est difficile à localiser, c'est pas dans un membre, c'est pas dans un organe, il existe un mal de vivre lui-même qui est lié sans doute à notre condition, à notre finitude, à notre condition de mortel. On se demande bien du coup comment on pourrait réagir lorsque un organe est défectueux ou malade, eh bien on le soigne, ou alors éventuellement on pourrait produire une ablation de cet organe qui nous fait souffrir, ou éventuellement le remplacer par un organe en meilleur état, comme une prothèse par exemple. Pour la vie c'est plus compliqué, la greffe prend mal. Lorsque ma vie me peine, lorsque j'ai ce mal de vivre, ça touche à tous les grands axes de mon existence, la vie affective, la vie professionnelle, la vie intérieure, etc. Si bien qu'on pourrait imaginer qu'il n'y aura pas de greffe, il n'y aura pas d'ablation. La seule chose qu'on pourrait essayer de faire, c'est d'apporter des soins. D'accord ? Comment soigne-t-on les douleurs existentielles ? Alors là, j'aimerais peut-être rebondir sur une expression que vous connaissez tous, et qui est « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », et qui semble suggérer en effet qu'on peut toujours soigner le mal existentiel. Or, je pense que cette expression « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir » touchera assez peu un individu réellement atteint de ce mal-être dont nous parlons, et qu'on peut opposer à la joie de vivre, une espèce de bonheur spontané. Le mal de vivre, qu'est-ce que c'est ? C'est une confrontation au réel de la vie, à ce qui nous échappe dans ce réel, à une incapacité à le maîtriser précisément. Le mal de vivre nous donne le sentiment que notre vie nous a complètement échappé. On souhaitait une existence et puis on voit que petit à petit, nous n'avons plus autant de choix que nous l'avions envisagé, que des choix se sont faits un peu malgré nous, que nous subissons l'existence au lieu de la choisir, d'en être le créateur. Et bien avant cette expression qu'on connaît tous de dépression, les anciens avaient, notamment les latins, une expression assez connue qui est parlante. Cette expression, c'est le taedium vitae, ça s'écrit T-A-E-D-I-U-M, taedium vitae, donc littéralement de la vie, le mal la vie, le mal-être la vie, vitae, V-I-T-A-E. Il s'agit d'une espèce de fatigue, de dégoût, qui s'accompagne souvent d'un mépris de la vie qui peut aboutir à un suicide. Alors ce taedium, qu'est-ce qu'il est ? Si on devait le définir un peu plus en détail, on pourrait considérer que c'est une espèce de crise intérieure, de crise existentielle très profonde, qui est engendrée non pas par une affection précise comme la maladie par exemple qui atteindrait tel ou tel organe, mais par une espèce de vision d'ensemble de l'existence qui ne correspond pas à nos vœux, à nos espoirs. Nous avions sans doute imaginé notre existence, nous avions forgé des espoirs dans la vie, et petit à petit tout ce château de cartes imaginaires s'est effondré, si bien que nous sommes amers, et cette amertume engendre un mépris de la vie. Cet homme réalise la pauvreté de l'existence qui est la sienne relativement à des fantasmes de richesse. Alors je ne prends pas richesse bien sûr en un sens pécuniaire, mais en un sens plus global. Il est blessé par l'existence, il a été heurté par des pertes, des deuils, des maladies, des malheurs. Si bien que petit à petit, eh bien, ce fil qui le rattachait à la vie s'est fait de plus en plus fin et est près de casser. Alors, un philosophe qui, à mon avis, est vraiment le contemporain d'ailleurs de ces questions et qui est Sénèque, a des mots intéressants à nous dire sur cette question. Je vais citer la partie 2 de son ouvrage « De la tranquillité de l'âme ». Alors, cet ouvrage, bien sûr, comme son nom l'indique, cherche à tranquilliser les âmes. Ça veut dire qu'elle s'adresse essentiellement à des individus
qui sont atteints de ce taedium vitae, à qui il faut apporter quelques conseils de philosophe. Et voici ce qu'il écrit à ce propos. Ce tourbillonnement d'une âme qui ne se fixe nulle part, et cette résignation morose et douloureuse. Donc c'est la définition du taedium vitae. Tenus étroitement fermés, les désirs, faute d'issue, s'asphyxient d'eux-mêmes. Viennent alors la mélancolie, l'abattement et les innombrables flottements d'un esprit irrésolu. Fin de citation. Donc je vous relis le passage qui me semble le plus intéressant à commenter ici même, à savoir que nous sommes étroitement enfermés dans des désirs qui nous asphyxient. Alors quels sont ces désirs? Eh bien ce sont essentiellement des espoirs. En effet, Sénèque n'hésite pas à faire ce distinguo entre l'espérance, qui a quelque chose de vain, on espère l'impossible, on espère l'inaccessible, dans l'espoir il y a quelque chose de fort lointain, alors que nous pourrions désirer ici et maintenant et nous satisfaire assez aisément, vous vous souvenez, en satisfaisant, dit Épictète, ce qui essentiellement est à notre portée, ce qui dépend de nous. Dans l'espoir, il y a quelque chose qui nous échappe et qui ne dépend pas de nous. Lorsque vous espérez par exemple dans l'immortalité de votre âme, vous savez bien que ce n'est pas vous-même qui allez pouvoir œuvrer pour satisfaire cet espoir, mais c'est Dieu qui vous l'accordera ou pas. Ça échappe au sujet puisque c'est dans les mains de la divinité. Donc là, en l'occurrence, nous avons des désirs en nous. Ces désirs sont très puissants. Ils ne sont pas morts. Vous constatez que ça n'est pas tout à fait une mort du désir. Ce ne rien désirer, c'est les désirs qui s'autodétruisent de l'intérieur. L'âme est pleine de désirs, mais qui sont enfermés, c'est-à-dire qui restent à l'intérieur de notre esprit, sans pouvoir s'extérioriser, c'est-à-dire sans pouvoir se réaliser. Faute d'issue, donc, nos désirs nous asphyxient d'eux-mêmes. Cela engendre, dit-il, mélancolie, abattement, flottement d'un esprit irrésolu. Alors l'esprit irrésolu, c'est celui qui n'arrive pas à se décider pour quoi que ce soit. Vous savez que l'irrésolution, c'est une des passions de l'âme, notamment abordée par Descartes dans son traité des passions de l'âme. L'irrésolution, c'est l'incapacité à prendre une décision en quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'après tout, le dépressif ressemble un petit peu à cela. Il ne peut pas décider, il ne peut plus décider parce qu'il n'est plus tendu vers l'avenir, un avenir qu'il pourrait réinvestir, bien évidemment, en agissant au quotidien. Non, il est étouffé et il vit une espèce d'étrange solitude. Hein. Cet enfermement intérieur dont parle Sénèque ici me semble très juste. Ainsi, on pourrait conclure ce petit paragraphe et le cours d'aujourd'hui sur le fait que finalement on peut s'épuiser à espérer et que c'est ça qu'on va appeler le ne plus rien désirer ou ne rien désirer. C'est-à-dire que finalement le désir était très présent, bien évidemment, mais il a fini par s'épuiser de lui-même. Nous pourrions dire que cet espoir finalement nous a désespérés. Hein. Alors bien sûr que je joue là sur quelque chose comme un énoncé tout à fait paradoxal. C'est l'espoir qui désespère ici, parce qu'il y a excès d'espoir. Je projette trop d'espoir, si bien que le réel sera toujours défectif, sera toujours décevant, et que je vais désespérer de cette réalité. Je vous remercie, à bientôt.